Bonjour peuple congolais, partout où vous me suivez en ce moment. Aujourd'hui, je vais faire une brève vidéo pour commenter un peu l'actualité de la République démocratique du Congo. Un pays qui est occupé, mais un pays occupé participe aux élections organisées par l'occupant. Ce qui est déjà grave dans le contexte actuel du Congo. Le Congo est occupé depuis l'invasion des Rwandais en 1997. Et n'oublions pas que le régime actuel participe aussi à l'occupation. Et revenons un peu au procès de ce qui s'était déroulé aujourd'hui à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Vital Kamerhe, qui est le directeur des cabinets en fonction de Félix Tshisekedi, a été entendu aujourd'hui à la prison centrale de Makala par des juges. Et je vais vous expliquer sur le plan communicationnel comment Vital Kamerhe a joué complètement avec les Congolais. Et la majorité des Congolais ont fait des analyses bancales sans élever la puissance des récupérés pour expliquer vraiment la réalité de ce qui s'était passé. Et depuis la semaine dernière, je suivais plusieurs analyses concernant la situation du Congo et concernant la situation de ce qui devrait se dérouler compte tenu du procès de Vital Kamerhe, un procès médiatisé. Et la majorité des Congolais étaient contents. La majorité des Congolais et tous les journalistes du Congo, tous les analystes politiques du Congo étaient en faveur que ces procès puissent passer à la télé, retransmis directement à la télé. Et je vais vous dire que c'est vraiment une erreur et que Vital Kamerhe a joué avec ceux qui croient encore à la politique congolaise. Parce que nous, on est dans la résistance, on sait que le Congo est sous-occupé. Et plus loin, moi, en titre particulier, je suis dans le combat panafricain pour la création de l'État fédéral. Mais je dois quand même vous expliquer de ce qui s'était passé dans le procès de Vital Kamerhe. D'abord, Vital Kamerhe avait voulu que le procès soit diffusé à la télé parce qu'il avait à adresser le message au peuple congolais. Toutes les questions du droit, ne lui concernaient pratiquement pas. Ce n'était pas son affaire. On sait que le Congo est extrêmement dans une situation extrêmement sclérose. Rien ne marche. Et qu'il est possible qu'il y avait cette espèce de conventicule, des réunions illicites, secrètes, contre la République démocratique du Congo. On peut dire que ce procès a été extrêmement organisé. Je pèse bien le mot. On peut dire que ce procès a été organisé. C'est l'une de mes hypothèses. La manière dont s'est déroulé ces procès, c'est vraiment d'une manière cabotine, caricaturale. Et je vais vous expliquer pourquoi. Kamerhe a voulu que ces procès puissent être diffusés directement à la télé. D'abord sur le fait des propagandes. La première des choses. Sur le fait des propagandes. Toute question qui a été posée à Vital Kamerhe, rien n'a été répondu. Il a d'abord commencé à jouer de son influence, d'une arrogance particulière, pour dire au juge que lorsque je dois parler, je ne dois pas parler, j'interprète par rapport à ma propre compréhension, pour vous faire comprendre aussi avec mes mots. Je dois parler, pas à la limite de ce que vous vouliez, mais je dois parler où me semble bon. Il se met déjà dans une position de stabilité, de ce qu'on appelle en rhétorique, de bon sens,
Ça veut dire que je suis ici pour parler, mais je ne dois pas parler de ce que vous vouliez que je parle, mais je dois parler pour donner les messages au peuple congolais. Mon objectif est d'être en face des Congolais, en face de mes électeurs. Parce que ce qui s'est joué là, c'était une question de gagner l'opinion des électeurs. Le reste ne lui intéressait pas. Toute question ne lui intéressait pratiquement pas. Et la deuxième chose pour comprendre que Vital Kamerhe était dans la propagande, il a d'abord commencé à dire que je suis quelqu'un de notoriété publique. Je suis quelqu'un de notoriété publique, ça veut dire que mon procès doit être public. Deuxièmement, ce procès est aussi politique. Ce qui signifie que mon notoriété publique, que moi, Vital, j'ai, ce n'est pas une notoriété parce que je suis un footballeur. Non, pas du tout. Ce n'est pas une notoriété que je l'ai octroyée parce que je suis un musicien. Non, pas du tout. C'est une notoriété que le peuple congolais m'a élevé parce que je suis un politicien. Et si je suis ici, c'est parce que je fais de la politique et que c'est un procès politique. Ça, c'est la première des choses que Vital Kamerhe a voulu jouer. Je suis de notoriété publique. Et la deuxième chose, il a rappelé qu'il était le directeur des cabinets. Et aucune personne dans la cour, dans ces tribunaux, faisait l'objet dubitatif des récusés que Vital Kamerhe ne l'était pas, ce qu'il disait. Tout le monde était au courant. Mais juste pour rappeler encore au peuple congolais, parce que Vital Kamerhe, pour vous faire comprendre brièvement que tout ce qui s'est passé là, tous ces gens qui étaient là, ce n'était pas son problème. La seule chose qui l'intéressait, c'était le peuple. Il était en face de l'opinion publique et il devrait passer le message à l'opinion publique. Il a joué un tout petit peu à cette espèce de Sarkozy, ce qui s'était passé sur TF1. Sarkozy, lorsqu'il est sorti de garde à vue, Jules Boulot, journaliste de TF1, lui posé des questions concernant les faits qui lui ont été reprochés. Sarkozy, au lieu de répondre aux questions de Jules Boulot, il a joué à cette formulation de bon sens. C'est-à-dire, vous les journalistes, vous posez votre question, je vous ai bien compris. Mais moi, j'ai à dire à la population française, je prends un peu le caractère sarkozyste, moi, j'ai à dire à la population française. Ça veut dire que votre question, elle est pertinente, je ne l'ignore pas, je le prends à cœur, mais moi, j'ai ma préoccupation qui est autre que la vôtre. Et ma préoccupation doit répondre aux préjugés des Français qui vont me juger par rapport au temps que j'ai passé à la présidence. C'est ça qu'avait fait Sarkozy. On lui pose des questions sur le fait, lui répond sur Kadhafi. Il détaille Kadhafi pour vous démontrer que voilà la personne dont je suis accusé parce que on m'inflige certaines choses à cause de lui. Qui il était comme ça. Il dit encore avec beaucoup d'audace que Kadhafi, même si il te donne 1 euro, tout doit être filmé, photographié. Juste, son objectif était de passer les messages à la population française. Ce qui l'intéressait, c'était l'opinion publique. Le procès et consort, c'était pas son problème. Même si qu'il soit condamné, c'est vrai, il ne doit pas être condamné. On connaît comment ça fonctionne la politique française. Garde à vue, ben, pas être condamné, parce que les faits infligés contre l'ancien président, ça n'engageait pas lui tant qu'individu, mais ça engageait la République. Mais ça, c'était vraiment une situation à part, parce que c'était l'octroi pour Kadhafi, lui avait donné des fonds pour financer sa campagne présidentielle. C'était vraiment dans le cadre privé. Mais Sarkozy voulait vous faire comprendre qui était Kadhafi. Dire à la population que, voilà, je suis accusé parce qu'on m'accuse
parce qu'il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Il y a un procès réquisition. Il y a une réquisition parce qu'on m'a dit que je fais ceci à Kadhafi. Voilà qui était Kadhafi. C'est ça l'information que Sarkozy avait fait. La même chose a voulu jouer Vital Kamerhe. On lui a dit que, monsieur, vous êtes directeur de cabinet. Et, entre-temps, vous avez dit, vous supervisez. Vous supervisez les travaux. Et il vient, il s'interpose avec une tonalité d'autorité, avec une tonalité de professeur, pour dire à l'autre juge qui lui avait posé la question que, monsieur, vous savez qu'on peut être directeur de cabinet et être superviseur. En citant 9 personnes qui étaient des superviseurs comme lui. Et il y avait aussi un membre de l'UDPS, Kazadi, qui faisait partie, là il avait vraiment souligné qu'il faisait partie de ces gens qui étaient des superviseurs. C'est-à-dire que lorsque vous regardez le statut, la structure de Vital Kamerhe face au juge, c'était d'une manière autoritaire. C'était d'une manière pour se laver de tout chef d'accusation auprès de la population. Je vais vous dire une chose, parce que la majorité des gens ont fait une inversion de compréhension. Certaines personnes ont dit, oh non, mais les avocats de Vital Kamerhe étaient moins intelligents que Vital Kamerhe. Pas du tout. On ne peut pas réduire le métier d'avocat. Les avocats sont là pour répondre aux questions des droits. Tout ce qui relève de la formation des droits, c'était là l'objectif des avocats. Et c'est aussi le boulot des avocats. Les avocats ne sont pas là pour laver l'image d'un individu. Si vous êtes accusé comme un violeur, je prends un cas précis, Koffi Olomide a été accusé pour viol et séquestration de ses danseuses au tribunal de Nanterre. Après le procès, qui s'est déroulé après plusieurs années, Koffi Olomide a été lavé de tout chef d'accusation pesé contre lui. Mais il n'a pas été lavé de son image. Parce qu'il y avait toujours des doutes. C'est bien la justice, vous êtes acquitté par la justice, mais cela ne rassure pas dans la psychologie des gens que cet acquittement est la fiabilité de la réalité de ce qui s'était passé. On pourrait dire que on connaît la justice. Ce qui importe d'autant plus à la justice, ce sont les preuves. Mais cela ne signifie pas que lorsqu'on n'a pas de preuves, que les accusations n'avaient pas lieu. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous reproche, toutes les accusations sont fausses. Ce n'est pas ça. Mais pour laver de l'image, Koffi Olomide lui-même était passé dans plusieurs médias pour expliquer ce qui s'était passé. Je ne suis pas ici pour juger concernant son image, tout le monde le connaît. Mais juste pour vous expliquer qu'il y a la différence entre l'image et question des droits. Les avocats sont là pour les questions des droits. Vital Kamerhe, son objectif était pour laver son image, pour dire aux Congolais ceci. Même si on m'arrête, même si je suis condamné, je vais vous prouver que c'est vraiment un procès politique. Je vais vous démontrer en toute puissance que je suis innocent. Sur ce, il a su assurer sa défense seul pour laver son image. Tout ce qu'il a dit relevait de la formation politique. Vital Kamerhe Rwakaningini n'a dit un mot concernant les questions des droits. Tout ce qu'on lui avait demandé, il a nié en bloc.
Mais il a voulu simplement adresser son message. Son message était celui-ci. Peuple congolais, je suis arrêté parce que je suis un homme public. Là, ça relève de la partie où il nous a fait signifier qu'il était de notoriété publique. Mon procès, c'est d'abord un procès politique. Et je voulais que tout le monde puisse entendre que si je suis ici, c'est parce que la République m'a amené ici. Et à chaque moment où Vital Kamerhe répétait chaque chose, il disait que j'étais le directeur des cabinets des chefs de l'État. Et lorsqu'il épinglait le nom des chefs de l'État à la fin de son allocution, cela signifiait que tout ce que je faisais était sous l'impulsion de Félix Tshisekedi. C'était sous l'impulsion des chefs de l'État. Et il a dit en titre personnel que j'avais initié, c'est-à-dire là, il y a singularité. J'avais initié le projet de 100 jours. Ça voulait simplement dire que, comme on l'appelait un coach, c'est lui qui diligentait toutes les affaires, c'est-à-dire que c'est moi qui avais initié ce projet parce que le président de la République, sa caboche était extrêmement vide, ne pouvait rien proposer. C'est moi qui lui avais proposé les projets d'urgence parce que lui-même n'avait pas de projet. Celui qui devrait porter les projets, c'était le Premier ministre qui est l'exécutant des projets du président de la République. Alors que le Premier ministre sera issu d'un mouvement politique de l'ancien régime. Donc, sa vision sera contraire à celle des chefs de l'État. C'est moi, Vital Kamerhe, qui a proposé à chef de l'État. Et le chef de l'État a accepté ce que je lui avais proposé. Pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il y avait le partage des tâches. C'est-à-dire que lorsqu'il y a, par exemple, la construction des routes, ce n'est pas à lui de faire les appels d'offres. Il y avait quelqu'un d'autre qui était chargé sur ça. Pour aller récupérer des maisons préfabriquées, il y avait quelqu'un qui était choisi. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Pensez-vous que ce monsieur qui était là dans le procès, dont j'ignore encore les noms, qu'on lui avait donné 1,5 million pour aller récupérer des maisons préfabriquées dans l'un des pays où la commande a été faite, estimez-vous que Vital Kamerhe ne connaissait pas cette personne? Et il est là, il parle tranquillement que c'est ma toute première fois de connaître la personne. Je ne connaissais que par son nom. Un montant de 1 million, comme on connaît les Congolais, un montant de 1 million et quelques sort sans pour autant que Vital Kamerhe puisse rencontrer la personne. Il a nié de ne pas rencontrer M. Jamal. Et M. Jamal qui tremblait. Parce que, sous-entendu qu'il était malade. Mais au moment où il niait tous les faits ou toutes les accusations contre lui, vraiment, il était extrêmement revigoré, en pleine forme. Sa manière de parler démontrait que la personne ne souffrait d'aucune maladie. Bon, on n'en est pas là. Et ce monsieur, Vital Kamerhe, l'a nié de l'avoir rencontré. Vice-versa, lui, bien évidemment, l'avait nié. Mais ce qui était étonnant à partir de ce monsieur, c'est que le monsieur, soi-disant, ne parlait pas français. Bon, ce qui est naturellement vrai, il ne parle pas bien français. Il parle français, mais il ne parle pas bien français. Je l'ai suivi dans certaines interventions, il ne parle pas assez bien français. Là, on sera d'accord avec moi. Mais le monsieur est au Congo depuis 1968. 1968. 8 ans. Ma mère n'avait que 8 ans à l'époque. Et jusqu'alors, le monsieur a dit qu'il avait la capacité de comprendre les Français, mais parlait pas assez bien. Alors,
lorsqu'on lui posait des questions, le monsieur avait adopté la même attitude que Vital Kamerhe. D'esquiver à plusieurs questions, mais de donner la réponse à la population congolaise. Que ce n'est pas à moi de passer dans cette barre, dans cette cour, mais c'est à l'État congolais, c'est l'État congolais qui me doit de l'argent. C'est-à-dire le monsieur veut faire comprendre au peuple congolais qui est en ce moment d'abord dans l'imbrogliesque que ce n'est pas à moi, c'est-à-dire que je suis ici par tort, parce que je ne devrais même pas être ici. C'est l'État congolais qui me doit de l'argent. Et comme je suis congolais, parce que j'ai passé plusieurs temps dans ce pays, alors que je n'arrive pas à parler la langue de ce pays, et que j'avais en bonne volonté donné mon propre argent pour exercer l'obligation de l'État, et par la suite, je savais que l'État devrait me rembourser. C'est le message du monsieur. L'État doit me rembourser par la suite. Et le monsieur se retrouve où? En prison. Parce qu'il n'a pas livré. Parce qu'on lui avait donné la totalité. L'argent était déjà sorti, la totalité de tout ce qu'on avait demandé. L'argent était déjà sorti. Mais Vital Kamerhe a encore nié que tout l'argent était déjà sorti. Toute la somme était déjà déboursée. Vital Kamerhe a dit, il y a certains conteneurs qui sont dans certains pays dont les achats ont été faits. Et ces conteneurs sont restés là-bas pour faute de moyens. C'est-à-dire que l'État congolais n'a pas encore finalisé ce pays-là. Et si tout l'argent était déjà donné à M. Djamal, alors que c'est M. Djamal venait à peine de créer cette société Samibo, si tout l'argent était déjà transféré chez M. Djamal, et que M. Djamal nous dit encore que M. Djamal nous dit que c'est l'État congolais qui lui doit de l'argent. On est extrêmement confondus. Et je vous dis, c'est vrai, le procès est renvoyé pour le 25. N'entendez rien de beau. Rien de bon. N'attendez rien, je vous dis que n'attendez rien. Vital Kamerhe viendra toujours dans cette position. Qu'elle soit arrogante, que la position soit, peu importe la manière dont vous la jugeriez, le problème n'est pas là. Le problème est que Vital Kamerhe veut se laver de toute chef d'accusation auprès de la population congolaise. Et que si Vital Kamerhe n'est pas condamné et on lui donne la possibilité d'être encore candidat à l'élection présidentielle, Vital Kamerhe deviendra un héros. Ça veut dire qu'il a été accusé de tout chef d'accusation. Il a su expliquer à la population congolaise comment cet argent était déboursé, cet argent était orienté et qu'on lui avait accusé d'une manière pitative. Ce n'était pas lui, c'était les autres. Donc, il faut me faire confiance parce qu'il y a un comportement de responsabilité. Mais pour fuir, pour s'exempter à ce genre de malléabilité psychologique dont Kamerhe Rwakaningini essaie de jouer à vous dans vos têtes, essayez de rester rationnel dans tout ce qui relève des questions du droit. Parce que l'objectif dans un tribunal, c'est de remettre à l'ordre tout ce qui rassemble la structure du droit. Ils n'étaient pas là pour expliquer la politique, donc ce qu'avait fait Vital Kamerhe. Ils n'étaient pas là pour nous dire que c'est toi qui avais volé, c'est toi qui n'avais pas volé. Et il y a une chose que j'allais oublier. Lors de ces procès, lorsqu'on a questionné à Vital Kamerhe par le juge, on a voulu lui demander concernant si les directeurs de cabinet étaient aussi superviseurs parce qu'il a dit des fonctions.
il avait pris un tout petit peu le temps d'aller s'asseoir là où il était. Et ses avocats ont voulu intervenir pour interrompre que cette question ne puisse pas lui être soumise. Vital Kamerhe a dit une chose, a lancé une chose pour dire que je n'ai rien à se reprocher. C'est-à-dire que je suis très à l'aise, je suis tranquille. Toute question qu'on doit me poser, je suis très à l'aise à répondre. Il n'y a rien à cacher. Dire déjà aux Congolais que dans un tribunal que ne vous inquiétez pas, tout est normal, tout est tranquille. Voilà un tout petit peu l'image qu'a voulu donner Vital Kamerhe. Et j'ai toujours l'habitude, souvent, de faire l'analogie des ouvrages. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler un tout petit peu de ce qui se passe dans mon pays, de ce qui s'était déroulé aujourd'hui, ce que j'ai vu dans mes propres yeux concernant les procès de Vital Kamerhe. Mais n'oublions surtout pas que le Congo est sous-occupé. Le nerf du problème, c'est l'occupation. Ce n'est pas tout ce genre de caricatural. Si vous échappez à la réalité du Congo, c'est fini. Fini, fini pour nous les Congolais. N'oublions pas que la France avait pris une position pendant les génocides rwandais qui s'est débuté le 6 avril 1994. Le président François Mitterrand avait dit qu'on ne peut pas laisser un pays voisin puisse agresser l'autre pays. Ça veut dire que là, on parlait de l'Ouganda, dont les sièges des FPR qui étaient dirigés par le président actuel du Rwanda, Kagame, et le APR, les deux mouvements rebelles, qui faisaient la guerre contre l'armée nationale phare, Force armée rwandaise. François Mitterrand, à travers l'opération turquoise, qui était la résolution des Nations Unies, voulait intervenir parce que la France, à l'époque, soutenait déjà le régime d'Abiyarimana. C'est vrai, c'était mal vu, mal aperçu à l'époque. Pourquoi? Parce que c'est les Tutsis qui étaient comme si mis à l'épreuve. Je précise bien, comme si ils étaient mis à l'épreuve. Parce qu'on appelle ça les génocides contre les Tutsis. Alors que ce n'est pas vrai. D'abord, la première chose qui est biaisée, qui n'est pas vrai, on dit que c'est vraiment une minorité, c'est la minorité Tutsi. Alors que la minorité au Rwanda, c'est l'ethnie qu'on appelle les Twa, ce n'est même pas les Tutsis. Et que l'ethnie, c'est-à-dire le groupe armé qui avait bombardé l'avion du président Hutu, c'était les Tutsis qui avaient bombardé. C'est à partir de ce moment-là, à partir du 6 avril 1994, qu'est déroulé les génocides, qu'avaient commencé les génocides rwandais. Et certains partisans de présidents en place, comme les Interamwe, ont commencé à faire la guerre contre d'autres ethnies, qui était au départ un combat politique, un combat, une lutte de conquête du pouvoir. Cela ne concernait pratiquement pas ce qu'on nous a présenté. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et après quelques temps, les Rwandais qui avaient une ambition d'envahir toute l'Afrique, ils ont envahi la République démocratique du Congo en 1997 en soutenant un Congolais, en mettant en avant un Congolais, Mosé Laurent Désiré Kabila, pour atteindre à leurs objectifs. Mais l'occupation est demeurée lorsque une agression s'est manifestée et que cette agression ne reste pas pérennisante, lorsque les agresseurs demeurent dans le pays qu'ils agressaient, cela est une démonstration de l'occupation. Alors, ne perdons pas notre temps à discuter sur les questions des droits, sur les questions de Vital Kamerhe, parce que cela ne relève pas de la réalité du Congo. La réalité du Congo est que les pays restent sclérose, le pays simule ce qu'on appelle condominium, le pays reste dans le genou, sous la génuflexion, ne puisse pas décoller,
parce qu'il y a l'occupation. Prochainement, vous aurez une vidéo complète sur l'ouvrage de Charles Onana, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Et je vais vous apporter plusieurs ouvrages pour comprendre la vérité de ce qui s'était déroulé au Rwanda. Mon objectif, ce n'est pas de diviser les Africains. Mon objectif, c'est de rassembler les Africains, c'est de créer un État fédéral. Puisque vous savez que on suit toujours la lignée du Rick Murray, de celui qu'on appelle Marquis Garvey, qui avait une vision de créer un État fédéral pour l'Afrique. Les États-Unis d'Afrique étaient déjà même le premier président de cet État fédéral. On suit toujours la vision de Malcolm X qui disait aux Africains, arrêtez de quémander dans la maison, d'entrer dans la maison des autres. Créez vos propres maisons et vous serez respectés. On est toujours dans cette vision du professeur Cheikh Diop qui nous disait la renaissance africaine. À partir de l'Égypte antique, l'Afrique doit renouveler sa puissance technologique, sa puissance militaire, sa puissance scientifique. Et on est dans la vision de Lumumba de créer une unité pour l'Afrique. La vision de Kwame Nkrumah, la vision de Sankara, on est toujours dans cette lignée. Pour créer la puissance et le dynamisme de l'Afrique, on doit créer un État fédéral. S'il y a un État fédéral, il n'y aura pas... S'il y avait un État fédéral, il n'y aurait pas eu les génocides rwandais. Il n'y aurait pas eu les Boko Haram, de guerres partout, des guerres au Tchad, par-ci, par-là. Les Russes n'allaient pas venir au Centrafrique. Les Américains n'allaient pas coster leurs navires partout en Afrique pour l'opération d'Africom. Les Français ne seraient pratiquement pas au Mali. Si on a un État fédéral, l'Afrique sera puissante, l'Afrique va se développer, l'Afrique se fera respecter. Ni cette volonté de créer un État fédéral, l'Afrique restera toujours accroupie.